tout simplement dire que vous avez été quelque part, c'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme. Parfait. OK? Mais en sachant que vous aviez beaucoup d'autres moyens pour mieux les faire que d'amener le débat sur la place publique. Je t'ai pas entendu. En effet. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que j'appelle que vous entrez dans l'histoire par cette voie. Elle est noble, ne vous en faites pas. Alors, voilà. Et donc, nous n'avons pas suffisamment communiqué. Nous n'avons pas suffisamment communiqué parce que, vous ne vouliez pas qu'il y ait des quotas pour l'élection de dames dans les circonscriptions. Vous avez appris que, comme vous, nous sommes rigoureux dans l'Assemblée nationale, nous l'avons enlevé. Parce que nous avons tout simplement estimé. Pas parce que vous l'aviez dit. Parce que nous avons estimé que, conformément aux articles 12, 13 et 11 de la Constitution, ça ne pouvait pas marcher. Une discrimination positive fut-elle, il faut un cadre tout à fait dépassionné pour que tout le monde y aille. Et donc, vous avez reproché qu'on amène le chef de groupement ou autres comme des cooptés. Nous l'avons enlevé. Pas parce que vous l'avez demandé. Parce que nous avons trouvé qu'au regard de l'article 207 de la Constitution, en dehors des députés provinciaux, en dehors de la députation provinciale, on ne peut pas coopter un autre membre de nos communautés traditionnelles, etc. Nous l'avons aussi enlevé. Nous avons finalement évacué pratiquement tout ce que vous jugiez incompatible au regard de l'ordonnancement juridique en vigueur dans notre pays. C'est tout à fait démocratique, technique et cohérent, qu'il n'a resté finalement que le groupe de mots dont j'ai fait allusion. Et là-dessus, vous nous avez manqué pour que, dans un débat ouvert, vous explicitiez en quoi l'assise contenant compte de l'évolution des données démographiques, techniquement, pouvait poser problème par rapport à l'ordonnancement juridique. Parce qu'au fait, en 2010, sous votre présidence comme président de la PAJ, vous avez fait voter la loi organique sur l'organisation de la CENI. Juste correction, je n'étais plus président de la PAJ. À ce moment-là. Ok. Sous votre législature, moi je n'étais pas encore député. Absolument. Vous avez fait voter la loi organique et la Cour suprême l'a approuvé que la CENI, dans ses attributions, avait certes l'enrôlement des électeurs, mais il devrait le faire en tenant compte des fichiers démographiques actualisés. Vous l'avez dit dans cette loi. Ça n'a pas posé problème en ce moment-là. Pas l'enrôlement. Pas l'enrôlement. Bon, on ne va pas entrer trop dans le détail, parce que ceux qui nous suivent veulent savoir ce qui nous divise. Alors, j'aimerais bien. Finalement, je termine par là. Oui, je termine par là. Oui. Si ils avaient été à l'Assemblée, un débat démocratique. Parce que donc, il y a eu absence et démission de sa part. En fait, de la part de nos collègues de l'opposition, oui. Donc particulièrement de l'honorable Deli, parce que lui, il est spécialiste en la question, il a pris beaucoup de temps pour réfléchir afin qu'il propose à la République une proposition de loi. S'il avait été là, les débats, aussi bien à la plénière, en débat général, qu'à la commission, il aurait éclairé les restes des députés, il aurait probablement eu raison, parce que la CENI, vous le savez comme moi, chers collègues, la CENI fait partie du pouvoir exécutif. Et au sein du pouvoir exécutif, nonobstant son indépendance et son autonomie sur des questions électorales, il y a des questions qui se recoupent. La CENI ne vote pas le budget, il dépend du budget voté par le pouvoir exécutif pour financer ses opérations. Ça ne diminue pas son indépendance. La CENI ne recrute pas normalement ses agents, il dépend de la fonction publique du pouvoir central pour qu'on y mette des agents à sa disposition. Je sais ce qui s'est passé, ce sont des choses que nous allons corriger avec vous. Et donc, il y a certaines questions qui se recoupent, on peut ne pas les dire dans une loi, mais dans la collaboration structurelle entre institutions, on ne pouvait s'en passer. Et donc, si l'écriture dans la loi posait problème, nous pouvions retirer l'écriture parce que dans la structure
de collaboration entre institutions, certaines choses, il reste ça qu'on les dit. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc, vous nous avez manqué dans ces débats. Merci beaucoup, monsieur et le je député. pense que... Voilà. Notre présence sur ce plateau, c'est pour faire avancer le débat aussi. Oui. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais poser très rapidement 4 questions à chacun des invités. 4 questions, chacun va avoir sa question. Comme ça, nous pourrions avancer. Et quand ils auront le temps, ils pourront me répondre. Je voudrais d'abord demander au professeur honorable député. Aujourd'hui, il est dit que si l'opposition est allée dans la rue, c'est parce que on a, dans la loi qui a été votée au Parlement, à l'Assemblée nationale, vous avez maintenu le fait que l'élection présidentielle ne... Laissez-moi poser la question. Vous avez maintenu dans l'idée, pas dans la formulation peut-être, dans l'idée, le fait que l'élection présidentielle est conséquente à la fin du recensement. C'est-à-dire que quand nous aurons terminé les recensements, à ce moment-là que nous pourrions faire l'élection présidentielle, ce qui matériellement va dépasser le délai de 2016. Ça, c'est la question que je pose à l'Assemblée nationale et au député qui est ici. Au ministre porte-parole du gouvernement, est-ce que l'organisation des manifestations ne peut jamais être encadrée? Qu'est-ce qui a manqué pour que, aujourd'hui nous parlons, nous sommes sur ce plateau, nous sommes entre nous, et les opposants, ce n'est pas des extraterrestres, le gouvernement, ce n'est pas des martiens. Donc c'est des hommes qui se connaissent et parfois même des mêmes familles. Qu'est-ce qui a manqué pour que l'opposition, sa manifestation, ne soit encadrée? Pourquoi un tel déploiement des forces? Pourquoi avoir décidé de l'interdire alors qu'elle était initiée par des personnes que vous connaissez? En ce qui concerne l'UNC, à partir de quel moment ce que l'on a perçu dans l'opinion, ce qui était une question de divergence au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, est devenu une contestation du régime? À partir de quel moment est-ce que l'UNC prend le combat parlementaire, il en fait un combat des rues, il en fait un combat presque des coups d'État? À quel moment est-ce que l'UNC prend ce combat? Est-ce que la politique doit se faire de cette manière-là? Et je voudrais peut-être terminer par Délice Sanga. Est-ce qu'il croit en la démocratie? Est-ce que l'opposition se donne le droit de savoir que en démocratie, la majorité peut décider et décider? Parce qu'à partir du moment où on dit, voilà, nous ne participerons pas à si vous choisissez les domaines où la majorité doit s'imposer, alors il n'y a pas de démocratie. Si elle est la majorité, c'est qu'elle doit décider. Les jours où vous allez gagner les élections, vous pourriez peut-être aussi décider. Mais nous ne comprenons pas que l'opposition, quand elle est d'accord sur une certaine loi, elle accepte le triomphe du nombre. Mais quand elle n'est pas d'accord, elle refuse le triomphe du nombre. Est-ce que c'est une démocratie à la carte? Est-ce que l'opposition a pris compte de cela? Voilà mes 4 questions, très rapidement. On va peut-être commencer par le ministre. On va commencer par les ministres, que chacun va respecter les temps d'antenne. Oui. Et je vous rappelle que nous sommes en direct et que le peuple nous écoute. Donc il faut rester au milieu, en quelque sorte, du village, en évitant les extrêmes et les anathèmes, si on peut être assez vigilant. Excellence. Je dirais d'abord que le droit de manifester est un droit qui est garanti par la Constitution, que l'opposition a le droit de manifester. Il nous a été rappelé même qu'elle a pu, en d'autres circonstances, manifester sans dommage. Et nous avons apprécié cela. Mais ici, nous sommes dans un cas bien spécifique. Et nous avons donné les raisons pour lesquelles cette manifestation ne pouvait être approuvée ni encadrée. Il y a une législation dans ce pays. Je suis à côté de 2 législateurs, d'éminents législateurs. Ils ont produit le règlement intérieur de leur chambre. Les sénateurs ont produit le règlement intérieur de la chambre haute. Et ces règlements approuvés par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême à l'époque, mais qui fait office de Cour constitutionnelle, à force de loi, où il est clairement énoncé le principe de l'inviolabilité du siège du Parlement. Donc la loi interdit qu'il y ait des manifestations dans le siège du Parlement, dans sa cour, dans ses jardins et même dans les voies d'accès aux alentours. C'est le texte, l'honorable Déli le sait, le connaît très bien, le professeur Botaki l'est sûrement encore mieux. Et donc, il n'est pas possible pour le gouvernement de la ville de Kinshasa, les autorités municipales, la police, de recevoir une demande d'une organisation de l'opposition qui souhaite
manifester en violation d'une disposition de la loi et qu'on lui donne cette possibilité-là. Je pense qu'on leur a dit qu'il n'est pas possible de manifester en cet endroit-là. Maître Sesanga va souvent aux États-Unis. Certainement le professeur Botakile aussi. Notre frère Selemani sûrement. Et donc, lorsque vous arrivez à New York, devant le bâtiment de verre des Nations Unies, il y a un chemin, je ne sais pas comment s'appelle cette avenue, au-delà duquel les pétitionnaires, nous sommes allés souvent manifester contre le régime de Mobutu à New York, nous ne pouvions pas imaginer même traverser cette rue. On a aménagé un espace au-delà de cette avenue où les pétitionnaires pouvaient se rassembler. Mais entrer dans la salle des Nations Unies avec la fiche pétitionnaire, avec un calicot, ce ne serait pas possible selon les textes qui régissent cette organisation mondiale. Eh bien, nous avons les mêmes textes ici. La raison pour laquelle le gouvernement avait décidé que cette manifestation ne pouvait pas se faire en cet endroit-là, c'est parce que la loi interdit que cet endroit fasse l'objet de manifestations. La raison, sûrement ils la connaissent comme moi, parce qu'on a été dans les deux législatures ensemble, c'est qu'on ne peut pas tolérer des pressions physiques sur des élus. C'est que le législateur a tenu à marquer le respect que l'on doit au peuple en respectant les élus du peuple. Alors, on ne peut pas aller demander à une partie du peuple de marcher sur ce respect-là en venant manifester pendant que les élus travaillent, pendant qu'on a besoin justement de l'éclairage des uns et des autres. Il vient de rappeler tout le bien qu'aurait fait la participation de l'honorable Sesanga à ces travaux de l'Assemblée nationale. Malheureusement, ils ont décidé autrement, ils ont assumé leur décision, on est en démocratie, mais on ne peut pas aujourd'hui prendre la nation congolaise en otage, empêcher les institutions de la nation de fonctionner parce qu'on n'est pas d'accord avec une partie de ses collègues. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a voulu manifester en totale violation de la loi et que le gouvernement se devait absolument d'empêcher cette manifestation. Et à partir du moment où les gens ont éclaté, ont quitté les environs du palais du peuple, parce que la police n'avait reçu que cette mission-là, isoler le palais du peuple, ne laisser entrer que des personnes qui ont la qualité, soit de députés, soit de membres des services qui travaillent au palais du peuple, parce qu'il y avait une menace de violation de l'inviolabilité du palais du peuple. Et dès lors que la police a pu remplir cette mission, d'après ce que je comprends maintenant, puisque je viens d'avoir une explication en écoutant mes deux collègues contradicteurs, les manifestants se sont révoltés. Les manifestants ont exprimé leur frustration, ou une partie d'entre eux, en commettant des actes contraires à la loi et à l'intérêt public. Face à la violence de la police. Non, excusez-moi. Sur la violence de la police, excusez-moi. Je voudrais dire 2 points à mon ami Deli. Oui. Tout d'abord, la police de Kinshasa n'était pas équipée en armes létales. Deuxièmement, il y a eu des morts essentiellement dans les établissements industriels et dans les établissements commerciaux qui ont été pillés, et ces morts ont été trouvés à l'intérieur. Ils ont eu des bagarres, surtout avec le personnel affecté à la garde de ces établissements, et qui est doté d'armes létales. L'armée, excusez-moi, je termine là. Excusez-moi, il y a eu de morts. Je termine là. Il y a eu de morts. Je voudrais terminer là. Oui, comme ça, vous pouvez me donner l'information. Oui. L'armée est intervenue avant-hier dans la soirée en appui aux forces de police pour assurer la dissuasion de certains de nos jeunes compatriotes qui voulaient continuer les opérations de pillage, les opérations de destruction. Et cela est prévu. Le commandant suprême des forces armées peut ordonner à l'armée d'apporter un appui en termes de patrouille mixte. Alors je dis à Deli, qui est souvent en France avec moi, qu'aujourd'hui même quand il descend à Roissy, il verra des patrouilles mixtes, armée, police française. Ça ne veut pas dire que le gouvernement français a violé la loi. Il y a un appui, mais quand il s'agit d'interpeller un terroriste, à Roissy, ce sera un policier qui le fera, et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Je vais réagir directement là-dessus. Très rapidement, et puis l'INC va répondre. On est en direct, vous oui, le ministre Mendé... Maître Sesanga, une seconde. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Je ne vais pas oublier votre question. Vous allez continuer. Très rapide, pour que je n'oublie pas. Comme nous sommes en direct, nous venons de recevoir une question qui va répondre.
Quel rapport y a-t-il entre le départ du président Kabila et la loi électorale? Ce sont les étudiants de l'UPEN qui demandent à l'UNC de s'être approprié la loi électorale et de faire un peu le mélange des gens. Oui. Non, sur le fait que l'Assemblée est inviolable, je suis d'accord. Sauf que